Dans un article de 2012 consacré aux relations de la maison d'Este et de Savoie au XVIe et au XVIIe siècle, le professeur Merlin invitait des chercheurs à se saisir du sujet et approfondir les questions de ces liens entre les dynasties à la tête des États de la plaine padane, notant au passage la rareté des travaux sur le sujet. Il se fondait sur les renouveaux historiographiques qui ont eu lieu au sujet de ces États entre le traité du Cateau-Cambrésis de 1559 et celui des Pyrénées de 1659. 10 ans plus tard, la rareté des travaux sur les relations entre ces dynasties demeure la norme, alors même que les études se sont multipliées, prenant en compte les modalités d'exercice de l'autonomie de ces États. En ce qui concerne spécifiquement les relations des Est et des Savoies, la nature de leur rapport n'a pas fait l'objet de nouvelles études en dehors de l'article mentionné et des derniers travaux de Georges Morales consacrés au patronage d'Alessandro d'Este et de Maurice de Savoie, ainsi qu'à leur amitié politique nouée dans les années 1610-1620. La vie, justement, de Maurice de Savoie permet de reposer à nouveau frais la question des relations entre les Est et les Savoies. Premièrement, envisager les relations des Est avec Maurice de Savoie permet de revenir sur un aspect méconnu de la biographie du cardinal. Il s'agit plus loin que d'évoquer le simple rappel, pourtant essentiel, de la parenté de Maurice de Savoie avec les Est. Voilà. En effet, Maurice de Savoie a entretenu tout au long de la vie avec sa sœur Isabelle, qui a épousé Alphonse d'Este, le duc de Modène, entre décembre 1628 et juillet 1629, une correspondance très importante, c'est à la suite de quoi notre lien suivi avec ses neveux, notamment Francesco et Rinaldo d'Este, ce qui va aussi permettre d'expliquer les réalignements successifs de Maurice de Savoie. Au-delà de l'apport pour la connaissance de Maurice de Savoie, cette étude doit permettre de revenir sur une période moins travaillée des relations entre les deux duchés. Après la dévolution du duché de Ferrare en 1598, le nouveau duc de Modène et de Reggio, Cesare d'Este, prend soin d'entretenir de bons rapports avec les principautés de la plaine padane, notamment afin de soutenir son autorité fragilisée. Cette politique s'étend au-delà des États limitrophes vers le duché de Savoie. Toutefois, ces relations se distendent au début des années 1620, et à ce moment-là, on voit Maurice de Savoie justement jouer un rôle d'intermédiaire, rôle qu'il ne va pas quitter et qu'il va continuer d'occuper auprès de ses neveux, Francesco, le futur duc de Modène, et Rinaldo d'Este, le cardinal d'Este. Donc, il permet la poursuite du dialogue entre les deux dynasties. Enfin, j'en profite pour montrer un arbre généalogique simplifié de la maison de Savoie. On voit bien Maurice de Savoie. Et enfin, loin d'être une période d'atonie politique, ce siècle de fer voit ce qu'on a appelé ces petits États disposer de réelles marges d'autonomie et œuvrer pour la défense de leurs intérêts et de ce qu'ils estiment être la meilleure balance des pouvoirs en Italie septentrionale. Le rapport à l'Espagne est certes décisif et il surdétermine en partie les positions des Savoie et des Est, mais l'émergence et l'installation du Royaume de France comme un acteur faisant contrepoids à la politique espagnole facilite les réalignements conjoncturels et les retournements d'alliance durant la première moitié du XVIIe siècle. Et là encore, la trajectoire de Maurice de Savoie et sa relation avec les Est incorporent cette nouvelle situation stratégique. Ainsi, pour envisager ces différents aspects, il convient tout d'abord de repartir des liens noués entre les Est et les Savoies à l'orée du XVIIe siècle, pour envisager la place de Maurice dans ces liens, dans une période courant des années 1610 à 1630, avant d'étudier bien les moyens mis en place par Maurice de Savoie pour garder ces liens avec la dynastie d'Est et réciproquement, et enfin, dans un dernier temps, d'étudier l'engagement de Maurice de Savoie aux côtés de son frère, Thomas, contre la régente Christine de France, et voir bien, comment cet engagement a pu jouer dans les liens avec les Est. Donc tout d'abord, les relations de Maurice de Savoie avec les Est comme miroir d'une politique d'alliance.
Alors, je passe sur les relations qu'ont pu nouer les Est et les Savoie au XVIe siècle, déjà parce que le professeur Merlin les a évoqués et qu'il s'agit d'un dossier que je mentionnerai davantage dans la communication. Je me permets simplement de rappeler le lien qui a pu exister entre les enfants d'Anne d'Est, qui a épousé Jacques de Nemours, et donc les Savoie-Nemours avec bien la maison de Savoie. Ils partagent notamment des engagements ligueurs de leur demi-frère l'Église, et ils prennent également part aux menées du duc de Savoie durant les troubles de la Ligue catholique. Les deux frères écrivent régulièrement au duc de Savoie dans les années 1585-1595 pour remercier le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, de ses pensions et de son soutien. Après la mort de l'aîné, en 1595, Henri de Savoie, alors marquis de Saint-Sorlin, écrit au duc: Monseigneur, la longueur de la maladie de feu monsieur mon frère m'a toujours tenu en quelque espoir de sa santé, mais à la fin, après avoir beaucoup enduré, il a plu à Dieu, l'appelait à soi. Il a fait une vie pleine d'honneur et laissé de soi un souvenir fort honorable. Il est bien heureux, mais je ne puis que je ne sente un extraordinaire regret d'une telle perte, et m'assure aussi que votre Majesté en aura de l'ennui pour la part qu'elle y a, puisqu'il a cet honneur de lui appartenir. En effet, ce lien familial réactivé au moment de la Ligue euh, est très présent. Il occupe donc les Savoie-Nemours, mais il n'épuise pas l'ensemble des relations nouées par les deux familles. Par exemple, les deux cardinaux de la famille d'Este du XVIe siècle, Ippolito et Luigi d'Este, ont également entretenu des échanges cordiaux avec les ducs de Savoie, à l'instar d'ailleurs des ducs de Ferrare. Le cardinal Luigi d'Este, à l'époque protecteur des affaires du Royaume de France, recommande ses obligés et leurs affaires au duc. De même, en tant que cardinal protecteur du Royaume de France, il recommande les envoyés français transitant par le Piémont. Dans une lettre écrite à Charles-Emmanuel le 23 mai 1583, il rappelle le rôle du Piémont comme porte d'entrée dans la péninsule italienne et l'action du cardinal d'Este pour cet acte justement de circulation, afin qu'il reste ouvert aux hommes du roi. Intendendosi più di nuovo a Lione, si è scoperto qualche sospetto di male contagioso e che i ministri di Vostra Altezza hanno cominciato a restringere i passi ai confini del suo Stato. Non mi pare di poter mancare di supplicarla, come so d'aver fatto altre volte, che per servizio principalmente del re cristianissimo, e la si tieni comandare a detti suoi che diano quantomeno il impedimento sarà possibile ai corrieri che veniranno da quella parte. Alors même que les Est, à la fin du XVIe siècle, voient se rapprocher la perte de Ferrare et son retour dans le giron des États pontificaux, et que le duché de Savoie met en place une politique plus agressive sur la scène internationale, hors du gouffre, les membres des deux dynasties gardent de bons rapports, tant pour des raisons familiales que pour des raisons politiques. Cela ne se traduit pas pour autant par un alignement des politiques extérieures, à l'exception des enfants du second lit d'Anne d'Este, comme on l'a vu. Maurice de Savoie, âgé de 14 ans, écrit sa première lettre au nouveau duc de Modène, Cesare d'Este, le 24 décembre 1607, pour lui souhaiter de bonnes fêtes. Il la double d'une lettre adressée au cardinal Alessandro d'Este le même jour. Ces lettres de vœux, notamment à la fin de l'année et pour Pâques, constituent un premier niveau de la relation entre les Est et les Savoies, caractéristiques de la société des princes étudiée par Lucien Bédier. Elles sont constitutives de cette société, mais elles n'engagent pas forcément ces princes, et encore moins le jeune cadet du duc Charles-Emmanuel. Les remerciements, en revanche, adressés à Cesare d'Este au moment de l'obtention de la barrette de cardinal en témoignent. E il favore della congratulazione di questa signora illustrissima per la promozione al cardinalato e gli risposi incontinenti che fu a 29 del passato ringraziandone la sua cortesia e dandole anche il buon capodanno. Je passe sur la fin. Cette décennie l'asymétrie. Alors que le duché de Savoie poursuit une politique d'affirmation sur la scène internationale, le duc de Modène évolue prudemment dans la crainte d'attirer les foudres espagnoles ou impériales sur son État, encore fragilisé par la dévolution.
le mariage d'Isabelle de Savoie avec le prince héritier, Alphonse d'Este, en février 1608, je reviendrai sur le mariage de sa sœur avec le duc de Mantoue, renforce les liens entre les deux familles, ce dont Maurice de Savoie ne manque de se réjouir dans les lettres expédiées au duc de Modène. Alors même que la maison de Savoie regarde de plus en plus du côté d'une alliance avec la monarchie française au cours de la décennie 1610, rapprochement ardemment souhaité par Maurice de Savoie, celui-ci veille à expliquer justement son projet de rapprochement aux Est. Lors de son ambassade à Paris, comme on vient de le voir, et au début donc fin de l'année 1618, début de l'année 1619, il écrit des lettres à sa sœur, Isabelle, dans laquelle il se réjouit des négociations matrimoniales concernant Victor Amédée de Savoie et Christine de France, et il ajoute qu'une telle alliance ne pourrait que bénéficier à la maison de Savoie et, par voie de fait, à la maison d'Est, les deux dynasties étant liées par ces projets d'alliance. Alors même que l'entente entre les deux dynasties commence à marquer le pas à la fin des années 1610, Maurice de Savoie apparaît justement comme un intermédiaire qui permet d'expliquer la politique ducale, la politique du duc de Savoie aux Est, et de garder par un canal, non pas informel, mais qui n'est pas le canal de la diplomatie officielle, un contact et de poursuivre, donc, je l'ai dit, les discussions. Alors, il faut justement maintenant voir quelles sont les logiques et les pratiques des liens que met Maurice de Savoie en place pour justement discuter avec la maison d'Est. Comme je l'ai dit, Maurice de Savoie entretient une correspondance rythmée avec les membres de la maison d'Est, correspondance rythmée par les vœux et par des proclamations de dévouement envers les ducs de Modène, donc César d'Este, jusqu'à sa mort en décembre 1732, puis avec ses successeurs. Loin de se cantonner à cette relation épistolaire, il multiplie les canaux d'échange avec les autres membres de la dynastie. Il inflige ainsi sa proximité avec le prince héritier, Alphonse d'Este, tout au long de la décennie 1610. Dès cette époque, il écrit également au fils aîné d'Alphonse d'Este, Francesco d'Este, ainsi qu'à son frère Obizzo. Il cherche par là même des appuis à la cour de Modène et son principal appui est à l'époque sa sœur Isabelle d'Este. Entre le mariage de cette dernière avec le prince héritier en 1608 et jusqu'à sa mort en 1626, Maurice de Savoie double systématiquement ses lettres écrites au duc ou au prince par des lettres écrites à sa sœur, systématiquement écrites en espagnol, ces lettres. Dans l'écrasante majorité des cas, elles sont rédigées en espagnol et elles sont d'une longueur supérieure, généralement de moitié, à celle adressée au duc de Modène ou au prince héritier Alphonse d'Este. Elles ont une double finalité. D'une part, elles visent à expliquer à Isabelle d'Este la politique suivie à Turin, qui permet donc de lui donner des arguments pour alimenter justement son soutien à la cour de Turin auprès du duc. Et plus général, donc ça c'est en général, et plus particulièrement, elle apporte des éléments sur la politique suivie précisément par Maurice de Savoie. Ils doivent inviter ces lettres, d'ailleurs elles ne doivent pas, elles invitent Isabelle d'Este à défendre les intérêts de la maison de Savoie et à toujours essayer de la faire passer avant les autres États de l'Italie, septentrionale. Donc le frère et la sœur créent un axe entre les deux cours plus favorable justement à une alliance, et cette alliance se placerait sous l'égide des intérêts français. Et elle vise à peser sur les décisions du duc. Du duc de Modène. Un autre moyen mis en place par Maurice de Savoie sur les décisions des liens avec donc se prévaloir de son amitié avec le cardinal Alessandro d'Este, demi-frère du duc de Modène. Ce dernier, cardinal de famille, cardinal dynastique, et le successeur dans cette entreprise, un des cardinaux, Guido et Luigi d'Este, oscille entre une hispanophilie nécessaire et une francophilie tardive. L'installation de Maurice de Savoie à Rome en juin 1623 contribue fortement à ramener justement le cardinal d'Este dans le giron de l'Alliance française. Et l'élection au cardinalat de Maurice de Savoie était présentée par Maurice de Savoie dans sa lettre à Alessandro d'Este comme une manière
de lui rendre service, de devenir son obligé et son aide au sein de la curie. Évidemment, le rapport de force entre les deux cardinaux s'est inversé, et on voit bien que cette amitié politique qui a pu se nouer entre les deux, a fortiori lorsqu'ils se sont rapprochés tous les deux de l'Alliance française. Il y a aussi tout un projet de mariage avec un fils de Cesare d'Este dans les années 1621-22, sur lequel je passe. Je parlais d'Alessandro d'Este, il y a un autre cardinal, Rinaldo d'Este, dont la carrière est en quelque sorte lancée, ou tout du moins très fortement soutenue par Maurice de Savoie. Dès le milieu des années 1630, Maurice de Savoie s'intéresse aux activités du jeune Rinaldo. Au cours des années 1640, il noue une relation étroite avec son neveu, cardinal, donc Rinaldo d'Este, à partir de 1641, puis protecteur du royaume de France en 1645, où il reprend la charge de Maurice de Savoie, qu'il avait abandonné en 1637. Le cardinal d'Este entretient une importante correspondance avec Maurice de Savoie, y compris après sa renonciation au titre cardinaliste et son adoption du titre de prince d'Aunay. Rinaldo d'Este informe Maurice de Savoie du déroulement des consistoires, des affaires de la curie, et il lui livre une chronique de la vie romaine et des avancées des affaires françaises à la curie. C'est également vers Maurice de Savoie qu'il se tourne, à l'instar de ce qu'on peut voir dans la lettre du 9 avril 1646, dans laquelle il fait appel à son expertise en tant que cardinal protecteur dans le royaume de France. Adesco di supplicare vostra altezza di una informazione particolare sopra le cose concernenti alla corona nella corte di Roma, sopra le prerogative del protettore e i suoi emolumenti. Qualcuno mi dice che sia solito entrare nella congregazione del Santo Uffizio mentre non vizia nazionale. Spero della sua benignità, crononomi di tutte le operazioni che qui mi possono occorrere. Et d'ailleurs, un mémoire anonyme de novembre 1742, conservé dans les archives du ministère des Affaires étrangères à Paris, établissait déjà un parallèle entre Maurice de Savoie, revenu à ce moment-là dans le giron de l'Alliance française avec son frère, Thomas, et la figure de Rinaldo d'Este, pressenti pour devenir protecteur des intérêts du royaume de France, et proposait justement de transmettre de leur alignement commun sur les positions françaises durant les années 1650. Enfin, Maurice de Savoie réactive par des séjours à Modène l'amitié. Alors, je citerai un seul cas célèbre, la venue de Maurice de Savoie à Modène en 1635 et les célébrations organisées en son honneur par le nouveau duc, Francesco d'Este, qui témoignent de ce rôle d'intermédiaire entre les deux maisons. Et le récit qu'en a laissé le chroniqueur de Modène, Vincenzo Colombi, montre le soin apporté par le duc à la préparation du tournoi, ainsi qu'au décor. Alors, je ne lis pas le texte, mais je le mets. Voilà, il se trouve à la Biblioteca Estense. Maurice de Savoie, d'ailleurs, peut bénéficier des échanges entre les hommes des deux duchés. Au siècle précédent, déjà, Emmanuel Philibert avait pris à son service des militaires et des administrateurs tels Guido Rangoni et Filippo d'Este, de la branche des Este di San Martino. À l'époque de Maurice de Savoie, les échanges entre les serviteurs d'une dynastie et le souverain de l'autre sont fréquents. Francesco d'Este entretient ainsi une correspondance avec Maurizio Scalia, le plus jeune neveu d'Alessandro Scalia di Verona, au cours de l'année 1634. Un homme apparaît comme un pivot de la relation entre Maurice de Savoie et les Est, le comte Antonio Solari. Il a la charge de premier secrétaire du cardinal de Savoie et il remplit cette fonction également auprès de Thomas de Savoie. Cette correspondance s'étend entre décembre 1638 et avril 1653 et contient aussi bien les minutes ducales adressées à Solari que les missives de celui-ci, dépêchées au duc de Modène. On a donc des échanges qui redoublent constamment les échanges entre les différents princes. Et sur un point juste de méthode, on voit que aux archives de Modène, il y a de nombreuses lettres en fait, concernant Maurice de Savoie dans la série Ambasciatori, alors que en revanche, à Turin, il y a peu en fait, d'ambassades envoyées par les Savoie à Modène. Et elles ont toutes été relevées par
professeur Merlin dans son article. Enfin, pour terminer brièvement, Maurice de Savoie, dans les années 1635-1657, est-il un médiateur non conformiste entre les Est et les Savoies, surtout en lien avec son rôle dans la guerre civile. En effet, le détachement de Maurice de Savoie des intérêts français à partir de 1635 le rapproche des positions de son neveu, Francesco d'Este, aligné, lui, sur les positions impériales. Ce dernier est suffisamment ancré dans l'alliance avec les Habsbourg pour que Victor Amédée ne parvienne pas à l'en détacher. Les lettres de Maurice de Savoie au cours de l'année 1636 affichent son progressif rapprochement des Espagnols. L'abandon de la protection du royaume de France, en octobre de la même année, remplacé par celle du Saint-Empire, remet Maurice de Savoie dans le même camp que celui des Est. Cet alignement se maintient tout au long du conflit, déchire la maison de Savoie entre 1638 et 1642. Maurice et d'ailleurs Thomas de Savoie se réjouissent auprès de Francesco d'Este du soutien de l'empereur, en impliquant d'ailleurs le duc de Modène dans les conséquences de la décision impériale. Donc la molta parte a vostra altezza in questa casa e sua bontà ci assicurano che la sentirà volentieri il favore che ha fatto sua maestà Cesarea alle nostre ragioni, di che erano dolci tutori legittimi di Sua Altezza Reale, i governatori di questi stati. Abbiamo perciò voluto darne parte con l'inclusia copia degli stessi diplomi imperiali che montiamo alla Altezza vostra. Maurice de Savoie réactive à ce moment-là les liens familiaux entre les Est et les Savoies pour en exclure Christine de France. Ce serait donc une pièce rapportée aux alliances entre les deux familles. Et alors que le cardinal de Savoie agissait auparavant comme un médiateur entre les deux maisons, il entend là recréer une nouvelle alliance entre son frère Thomas et lui d'une part, et son neveu Francesco d'Este d'autre part, à l'exclusion de Christine de France. Et d'ailleurs, les Est, à commencer par le duc, doivent apporter la légitimité aux principistes. Francesco d'Este, d'ailleurs, constitue en ce sens le principal interlocuteur de Maurice de Savoie. Ça a perdu en fait juste que à la fin de 1640, un moment où les revers commencent à s'accumuler, et dès octobre 1641, Francesco d'Este conseille à Maurice de Savoie de rechercher une issue impliquant la République de Venise, la papauté, même s'il doute de la réalisation impossible au jeu. Et la fin du conflit voit donc Maurice de Savoie se rapprocher des Français et rentrer dans l'Alliance française, et si on parle là même de ramener avec lui les Est, à commencer par Francesco d'Este et Rinaldo d'Este. Pour dire un mot de la période suivant la fin de la guerre civile, elle ne signifie pas l'arrêt des efforts de Maurice de Savoie et de Thomas de Savoie d'ailleurs pour amener les Est dans cette alliance francophile. Et il y a d'ailleurs une sorte d'axe qui se forme entre Maurice de Savoie, Mazarin, passant par l'intermédiaire, duc de Lyon, son représentant, pour justement ramener les Est à la maison côté francophile. Je passe rapidement sur cette question qui a été abordée par Anna Blum. Et j'en arrive à la fin des années 1640, lorsque d'ailleurs Francesco d'Este explique son rapprochement avec les Espagnols, qui revient à ce moment-là, comme étant une manœuvre conjoncturelle expliquée par la nécessité. Mais on voit une présentation de la part de Francesco d'Este de la situation en Italie du Nord. Maurice de Savoie apparaît donc à nouveau comme un intermédiaire, rôle qu'il va continuer d'occuper tout au long de la dernière période de sa vie, où il occupe la fonction de lieutenant général et de gouverneur de Nice, et où il va continuer, comme je l'ai dit, à entretenir de nombreux liens avec Rinaldo d'Este. En conclusion, les relations qu'entretiennent les Est et les Savoie entremêlent différents registres en fonction du contexte international, allant des salutations cordiales lors des périodes d'éloignement à l'entente chaleureuse lors des moments de rapprochement. Maurice de Savoie, plus que les autres membres de la maison de Savoie, peut-être à l'exception du couple ducal, noue des relations de proximité et sur le temps long avec les Est, en bon rapport avec les ducs Alphonse III et Francesco d'Este, et ami des cardinaux Alessandro puis Rinaldo d'Este, il apparaît comme un médiateur entre les deux familles. Et à cet égard, l'affection qui le lie à sa sœur, Isabelle de Savoie,
et la correspondance suivie rendent toute sa pertinence à son statut. Donc, il y a son rôle de conseiller auprès des couples, des enfants du couple formé par Alphonse Guest. Et on voit bien que dans tous les cas, ces contacts traduisent une certaine marge d'autonomie dont dispose cette dynastie italienne durant la première moitié du XVIIe siècle. Bien une gratitude.